Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder le cours numéro 8 de perfectionnement à la programmation en C. Et notre objectif va être d'aborder les 4 points suivants. On va commencer par parler d'entrée et de sortie. On va donner les détails d'utilisation des fonctions printf et scanf principalement. On va parler de manipulation de fichiers texte, leur écriture, leur lecture, selon divers modes de fonctionnement. On verra également la manipulation de fichiers binaires, qui nous permettra par exemple d'écrire directement des tableaux ou des valeurs d'un type structuré dans des fichiers. On verra un petit peu des exemples d'application de ces procédés-là. Et on terminera ce cours par la partie numéro 4, dans laquelle nous verrons des révisions finalement en ce qui concerne les types et les types scalaires. Donc ce sont des révisions avec des points évidemment nouveaux qui vont être introduits. Alors on commence ce cours par les entrées et les sorties. Donc nouveau chapitre. Vous avez tout d'abord la fonction printf, qui est la fonction vraiment classique pour réaliser des sorties. Donc pour écrire sur le terminal, sur la sortie standard, qui s'appelle donc stdout. Fonction que vous connaissez bien, donc elle prend une chaîne de caractères qui spécifie donc une chaîne avec des descripteurs de format, et vous avez des valeurs à droite qui sont attribuées à chaque descripteur pour être affichées ensuite. Alors un petit rappel, cette fonction printf, elle vous renvoie un int qui est le nombre de caractères affichés. Et quand vous avez une erreur, vous avez un entier négatif qui est renvoyé par printf, donc ça vous permet de détecter qu'une erreur a lieu. Et également, vous avez une erreur si le nombre de caractères est attendu, en fait, n'est pas le nombre que printf vous renvoie. Donc dans des applications où la sortie standard est très importante à respecter, par exemple, mettons que vous ayez à développer une application qui doit fournir des coordonnées GPS et que vous avez besoin de vous assurer que les coordonnées GPS sont valides, en tout cas que vous ayez le maximum de chances pour tester la validité, eh bien ça vaudra le coup de tester absolument toutes les valeurs de retour de printf pour vous assurer qu'elles sont dans un état le plus cohérent possible. Donc voilà, quand vous avez une fonction printf qui affiche bonjour, savoir que le nombre de caractères affichés est exactement celui de bonjour n'est pas primordial, mais ça peut vraiment dépendre de l'application. Autre point, si vous avez une application qui travaille en médecine, qui est censée vous fournir des données vitales sur les variables d'un patient, sa pulsation cardiaque, etc., bah vous devez vous assurer que votre printf va produire une sortie la plus en adéquation avec ce qui est attendu. Donc, ça peut valoir le coup de tester les valeurs de retour de printf. C'est quelque chose qui est qui peut parfaitement se faire, qui peut être parfaitement pertinent en pratique. Ici, vous avez donc une fonction, un bout de code dans laquelle la fonction printf est appelée. Là, vous allez avoir 9 comme valeur de retour de printf, parce que si on compte bien, on a 4 caractères pour test, le plus en tient sur 1, 203, et on a finalement 9 parce que l'anti/n compte bien sur un caractère. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle des indicateurs de conversion. On appelle ça aussi des descripteurs de format. On peut appeler ça selon l'une de ces deux terminologies, qui vous permettent d'afficher des valeurs suivant une interprétation de données. Donc vous avez %d, %i qui vous permettent d'afficher des nombres en base 10, %u pour afficher un nombre en non signé en base 10. Donc je vous invite à regarder un peu l'exemple de ce qui peut se passer si vous faites printf, donc à gauche de l'écran ici, %u, et que vous affichez néanmoins un entier négatif. Donc regardez un petit peu ce qui se passe, vous allez voir des choses intéressantes. Donc ça va interpréter en fait -1 comme un entier positif, et vous allez voir, vous pouvez prédire le résultat en fait si vous savez comment est représenté -1 en machine. Voilà. Donc vous avez également %x qui vous permet d'afficher un entier en hexadécimal. On peut décider d'afficher les chiffres de A à F soit en majuscule soit en minuscule, en utilisant soit %x en minuscule soit %x en majuscule.
peut également afficher des caractères, des flottants en notation scientifique, des flottants en notation classique. %S pour les chaînes de caractères, ça vous connaissez. Et %P, on l'a vu dans certains des exercices du livret, qui nous permettent d'afficher des adresses, donc des pointeurs, en notation hexadécimale, pour avoir une notation qui soit un peu exploitable. Donc ça, faut pas forcément connaître tout par cœur, mais il faut connaître au moins %D, %U, %X, %C, %F, %S et %P. Ce sont les points à quand même maîtriser. Donc, on peut également afficher des caractères qualifiés de spéciaux, qui sont précédés d'un anti-slash. Donc vous connaissez bien anti-slash N pour passer à la ligne suivante, mais vous avez également anti-slash B pour revenir un caractère à gauche. Et vous en avez d'autres alors qui ne sont pas forcément primordiaux à connaître, mais voilà, ils sont mentionnés ici. Vous pourrez les tester. Donc la meilleure façon de voir leur fonctionnement, c'est de les tester en direct. Donc %B, il est intéressant parce qu'il vous permet de revenir en arrière et donc de considérer finalement votre terminal. Un petit peu comme une fenêtre N-cursive où vous pouvez afficher un caractère à un endroit souhaité. Donc encore faut-il pouvoir revenir à la ligne suivante avec un anti-slash F, chose donc qui est parfaitement possible. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est les deux ici, finalement. Pas besoin d'en connaître plus. Alors on a aussi possibilité d'affiner le comportement des descripteurs de format en spécifiant des données entre le % et l'indicateur de conversion. Donc on pourrait écrire des choses comme %5D. Donc ça nous permet d'avoir accès au %D, mais on place ici des informations en plus. Donc le %5D existe, ici on utilise le % plus 5D qui est encore une action différente que je vais vous expliquer ici. Alors, tout d'abord, le caractère d'attribut 0n nous permet d'afficher notre nombre sur n chiffres. Donc n chiffres en base 10. Ici, on regarde les descripteurs de nombres en particulier. Donc ça va vous placer des zéros si votre nombre tient sur moins de caractères que n. Donc par exemple, si vous écrivez ça, à gauche ici, on peut faire l'exemple en direct, donc %0,8, je vais mettre un anti-slash n à la fin pour avoir quelque chose de plus propre ici aussi, et que j'affiche 20 par exemple, 21 on va dire. Donc on va compiler ça. Et alors il manque effectivement l'inclusion totalement cohérente de stdio qui manquait ici. Voilà, et donc on va exécuter ça. Donc là vous avez, j'ai oublié le D à ce stade-là. Pour avoir le descripteur, voilà. Donc là vous voyez, vous avez donc le -1, ça vous affiche un grand entier. Alors je vous laisse déterminer lequel. C'était référence à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Et là vous voyez que le 21, ça nous l'affiche sur 8 caractères. Si vous comptez bien, il y a 8 caractères ici. Et vous avez des zéros pour compléter. Alors on peut également ne pas mettre le 0 devant. Donc ça nous donne ici simplement ça. Et quand on compile, vous avez le même espace occupé que dans l'exemple précédent, mais occupé ici par des espaces vides. Voilà, donc ça vous fait quelque chose d'assez propre. Et vous pouvez mettre également des plus pour forcer l'affichage du signe du nombre. Donc comme dans l'exemple mentionné ici, vous voyez là vous avez plus 5, donc ça va tenir sur 5 caractères, et le plus vous force à afficher donc le signe en question. Le moins sert à justifier à gauche le nombre, parce que c'est justifié à droite par défaut, donc si vous mettez plus ici, donc vous avez accès au signe, le moins vous permet de justifier à gauche, donc c'est-à-dire que le 23 ici va être aligné vers la gauche, alors que par défaut, vous voyez qu'ici il est aligné vers la droite. Donc voilà, ces caractères d'attributs sont à retenir, ils sont utiles, et ça vous permet vraiment de faire de l'affichage très propre, en mode terminal évidemment, si on est en N-cursive. Ceci peut encore être utilisé, mais c'est peut-être moins pertinent, parce qu'en N-cursive, on a un contrôle et un accès vraiment très fin aux endroits de la fenêtre, chose qui ici n'est pas possible en mode terminal, autrement que
par ces procédés qu'on vient d'introduire. Très bien, donc entraînez-vous un petit peu avec ça, faites des expérimentations. En TP, ce sera utilisé de temps en temps, mais voilà, pour que ce soit clair, faites-vous vous-même vos propres exercices, c'est pas très compliqué, testez vraiment les choses. Comme expliqué, c'est vraiment la base de l'apprentissage, de faire le maximum de tests et d'expérimentation. Ok, on va passer maintenant à la deuxième fonction d'écriture, c'est la fonction putchar, qui affiche un caractère sur la sortie standard. Là, vous pouvez constater que en paramètre ici, vous avez un int, mais en fait, on lui donne des caractères, des codes ASCII. Donc putchar, voilà, si je donne... je peux faire un putchar du caractère A, et là, vous allez voir s'afficher ici, donc, le caractère A qui est ici. Donc je vais mettre un print, un putchar à la fin pour avoir un anti/n. Voilà, et j'aurais pu donner ici un code ASCII, donc par exemple le code ASCII 40. Voilà, qui est le code ASCII de la parenthèse ouvrante, par exemple. J'aurais pu donner 10, qui est le code ASCII du retour à la ligne. Et donc là, vous voyez bien que vous avez deux sauts qui sont cohérents. Donc voilà, on peut donner des codes ASCII qui sont des entiers. 41, c'est celui de la parenthèse fermante, et ainsi de suite. Voilà, chose intéressante, putchar vous renvoie un entier, qui est finalement le caractère écrit quand tout se passe bien. Donc ça vous fait un témoin d'erreur, ou en tout cas un témoin de non-erreur. Et ça renvoie la constante end of file si une erreur a lieu. Donc ça vous permet de vérifier que l'écriture, le tampon, la sortie standard, n'est pas saturée. Voici ici un exemple. Si vous voulez vraiment bien faire les choses, encore une fois, dans une application dans laquelle les entrées et les sorties sont primordiales à tester, vous faites simplement procédé classique d'utilisation des fonctions à gestion d'erreur. Vous mettez dans une variable retour la valeur de retour de putchar et vous la testez relativement à l'erreur possible, et dans ce cas-là vous sortez ou vous gérez l'erreur différemment. Je vous rappelle que les exits, on les mettra plutôt dans le main, alors qu'au sein d'une fonction, les erreurs qui peuvent apparaître sont en général gérées différemment, parce que sortir par le biais d'une fonction de votre exécutable est un petit peu brutal en général. Donc tout ça c'est déjà dit, et j'espère que vous avez bien retenu ces informations-là. Très bien, donc on va maintenant voir les fonctions principales d'entrée. La fonction maîtresse pour réaliser des entrées, la fonction scanf, qui marche finalement avec le même prototype que la fonction printf. Donc là vous avez une chaîne pour le format, et vous avez ici des adresses pour recueillir les données ainsi lues dans le format souhaité. Donc ici, l'entrée standard, ça s'appelle stdin, c'est un mot, c'est en tout cas un identificateur qui est accessible, qui est apporté par l'entête inclus ici. Et cette fonction scanf, chose intéressante, donc ça c'est vraiment par contre primordial à tester à chaque fois. Autant le printf, sa valeur de retour, c'est assez secondaire de la tester. Le scanf, il faut le faire systématiquement. Le scanf vous renvoie le nombre d'assignations qui ont été correctement réalisées. C'est-à-dire que là, dans ce scanf-là, j'ai n assignations attendues. Vous voyez qu'ici, j'ai n pointeurs. Eh bien, on souhaite, quand on fait un scanf de cette forme-là, avoir n valeurs lues, si tout est fait correctement. Donc ici, il faudrait que le scanf renvoie n. Et s'il renvoie une valeur différente, c'est qu'une erreur est lue. Donc on va faire un exemple assez complet pour clarifier les choses et voir un petit peu comment marche un scanf dans lequel on réalise deux lectures. Donc n ici est égal à 2. En pratique, en fait, n est égal à 1. On essaye de faire des scanfs d'une valeur à la fois. C'est beaucoup plus propre et beaucoup facile, beaucoup plus simple à débugger. Donc ça, c'est à retenir. Je vous ai écrit ici les choses importantes. Donc en pratique, par un scanf, on lit une valeur à la fois. À retenir, ça vous permet d'éviter des cas un peu difficiles à débugger. Là, vous allez justement voir des cas un peu complexes qui peuvent apparaître. Donc ici, vous déclarez une chaîne de caractères statique de taille 128, suffisamment grande, on va dire.
Et on fait un scanf. Alors qu'est-ce qu'on fait comme scanf? On souhaite lire le format suivant, si vous regardez attentivement cette partie-là. On veut lire un entier en base 10, une espace, le caractère W majuscule, une espace, et une chaîne de caractères. On va respectivement stocker notre entier en base 10 dans la variable num et notre chaîne de caractères dans la variable chaîne. Alors il est important, remarque au passage, que votre chaîne de caractères soit déjà allouée, parce que le scanf ne vous fait pas l'allocation. Le scanf, il considère que les 2 adresses que vous lui donnez, ou en toute généralité les n adresses qu'on lui donne, ont été allouées. Donc num, effectivement, c'est le cas, parce que num, c'est une variable. Donc, et commercial num, c'est bien une adresse accessible en mémoire. Et chaîne, pareil, parce que chaîne, on n'a certes pas eu besoin de faire l'allocation, on l'a pas faite, mais on a une chaîne qui a été bien déclarée à cause de cette déclaration statique ici. Donc ça veut dire que l'adresse chaîne est bien accessible en mémoire, en lecture, en écriture. Donc tout va bien. Donc vous referez le même test ici dans lequel votre chaîne n'a pas été déclarée comme ça, mais simplement par un char étoile chaîne point virgule. Et vous allez voir que potentiellement vous allez faire apparaître des erreurs de segmentation à ce stade-là. Erreur très classique qui apparaît dans pas mal de cas. Et donc si vous voulez vraiment avoir un pointeur dynamique, donc char étoile chaîne, il faut faire un malloc après. Un malloc qu'on n'a pas fait ici pour gagner un peu de place. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On fait notre scanf et après on décide par un printf de voir un peu ce qui s'est passé. Donc on va afficher la valeur de retour de notre printf, de notre scanf, pardon, ret, la valeur de num et la chaîne de caractères, donc %d, %s, pour faire ceci. Donc là, vous allez voir divers exemples. Ces instructions lisent sur l'entrée, donc un entier, un caractère W et une chaîne de caractères, et on va voir ce qui se passe dans quelques cas de figure différents. Alors dans le premier cas, l'utilisateur il a saisi, lors de l'attente demandée par le scanf, l'utilisateur il a saisi 25 espace W majuscule espace ABC. Là on est d'accord qu'on a le comportement courant, le comportement attendu de l'utilisateur. Donc là vous avez 2 pour ret. Pourquoi 2? Parce qu'on a effectivement 2 descripteurs de format qui ont été correctement utilisés, puisqu'on a bien lu ici 25 et ABC, donc entier en base 10 et chaîne de caractères. On a donc bien 25 pour num et ABC pour la chaîne de caractères. Donc tout va bien dans ce cas-là. Là, c'est vraiment le cas où l'utilisateur fait ce qu'on attend de lui. L'anti/chaîne de l'utilisateur, c'est juste, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'action d'appuyer sur Entrée, tout simplement. Deuxième exemple. Ici, l'utilisateur il met 2 espaces à la place d'une seule. Aucun problème. En fait, dans le format du scanf, quand vous avez une espace ici, ça veut dire également plus d'espace. Un nombre arbitraire ici. Dans le troisième exemple, là, l'utilisateur met 0 espace, en fait, et ça marche exactement pareil. Donc, en fait, pour affiner ce qu'on vient de dire, les espaces qui apparaissent dans le scanf, ça veut dire exactement 0 ou un nombre arbitraire. D'accord? Donc là, ça marche exactement. Ces 3 façons de répondre au scanf sont équivalentes. D'accord? Donc ça illustre les espaces qui peuvent apparaître ici, qui sont gérés comme on vient de l'expliquer. Quatrième exemple. Dans ce quatrième exemple, l'utilisateur, il a rentré un entier en base 10, une chaîne de caractères, mais il a oublié le W majuscule. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez que le ret vous renvoie pas 2, mais vous renvoie 1. Parce qu'il n'y a qu'une seule assignation correcte qui a été faite. C'est-à-dire que le système, il attend un W majuscule à ce stade-là. Il ne le trouve pas, donc il interrompt la gestion du scanf. Il interrompt tout simplement, et il vous renvoie donc 1, l'assignation pour 25 a été bien faite, mais chaîne n'a pas été touchée, il n'a pas bougé, donc on reste comme ça. Cinquième exemple, alors là, l'utilisateur, il rentre carrément une autre chose, il ne rentre pas un entier. Pour le premier format, il rentre une chaîne de caractères. Et là, le scanf, il marche exactement comme on l'a expliqué. C'est-à-dire que là, il va échouer pour satisfaire ce format, et donc il arrête tout. Même si après, l'utilisateur, il saisit espace W majuscule espace ABC comme attendu, là, vous avez 0 directement, qui est renvoyé à cause
du premier échec de gauche à droite qui apparaît dans le scanf. Donc on a 0 et on a des valeurs aléatoires hein, pour num et pour chaîne. Et dans l'exemple 6, alors l'exemple 6, il est totalement analogue à l'exemple 4, c'est-à-dire qu'on a bien un entier pour le premier descripteur, donc on a 1 comme valeur de retour, num vaut exactement 1 ici, et après on a w minuscule qui ne respecte pas le format puisqu'on attend une majuscule ici. Donc on est exactement dans le même cas que précédemment. Ok, donc travaillez bien ces exemples-là, ils sont importants, ça illustre bien les différentes variantes du scanf. Mais encore une fois, en pratique, je le répète, on ne fera pas des lectures multiples de plusieurs descripteurs ici. On n'en lira qu'un seul à la fois, donc on aura des comportements un peu simplifiés. Alors on a un moyen de raffiner la lecture faite par un scanf en mettant par exemple une limite sur la taille de la chaîne lue par votre scanf. Voilà, parce que si vous reprenez l'exemple précédent, là vous avez une chaîne de taille 128. Donc elle est suffisamment grande, mais votre utilisateur il pourra peut-être rentrer une chaîne de taille 300. Il n'y a rien qui l'empêche. Et si l'utilisateur va saisir une chaîne de taille 300, vous allez essayer de la stocker dans une chaîne de taille maximum 128, et là vous aurez potentiellement une erreur de segmentation qui va apparaître, parce que le scanf il ne pourra pas savoir si la taille de la chaîne donnée ici est suffisamment grande, puisque cette notion d'être suffisamment grande est une notion dynamique qui peut changer d'une exécution à l'autre. Donc on pourrait faire en sorte qu'il y ait un test qui se fasse dans le scanf en ce sens-là, mais ça n'est pas le cas. Donc vous, en tant que programmeur, vous pouvez réaliser une coupure de la chaîne automatiquement faite en justement mettant une limite grand N ici. Alors on va voir un exemple dans quelques instants. Donc ici vous avez ret égale scanf %7s pour un prénom, donc ça veut dire que là notre chaîne va être de taille lue 7 au maximum. Et là on a un h qui est un entier, donc là il n'y a pas de problème, c'est 1%d. Et là vous voyez qu'on fait un contrôle ici. Si ret est différent de 2, donc on attend une valeur de retour à 2 parce qu'on a 2% ici qui apparaissent, bah dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on décide d'afficher le prénom, sa longueur en tout cas, et on refait donc un scanf jusqu'à ce que tout aille bien. Donc ici vous avez le contexte, donc on inclut stdio string.h pour avoir accès à la fonction strlen qui calcule la longueur d'une chaîne de caractères. Et là, vous voyez la petite subtilité, c'est que là, on déclare prénom comme étant de longueur 8, et on veut lire au maximum une chaîne de longueur 7. Alors pourquoi on a 8 ici et 8-1 là? Eh bien parce que vous devez toujours vous assurer que vous avez un caractère libre pour placer l'anti-slash 0. C'est le système qui le place tout seul. Mais donc si je mets un %8 ici, j'aurais potentiellement le droit de lire un prénom de longueur 8, mais on aurait potentiellement un problème pour stocker finalement l'anti-slash 0 qui tiendrait sur 8 caractères. Ah, donc faites attention à ce mécanisme-là. Donc à partir de maintenant, les scanf qui vont lire des chaînes de caractères vont devoir être contrôlés en taille, donc par ces procédés de %ns. Donc ça, je vous l'écris, c'est très important. Donc contrôler les longueurs des chaînes lues par les scanf à l'aide de, effectivement, %grand NS. Voilà, ça c'est vraiment important pour augmenter la sécurité, la fiabilité de vos logiciels. Si vous oubliez de le faire, l'utilisateur pourra sans grande difficulté faire planter votre logiciel et donc faire apparaître des failles. Hein, c'est comme ça qu'on peut créer des attaques sur des logiciels. Alors ça peut parfois ne pas être très dommageable, mais en toute rigueur, vous devez limiter au maximum les sources de bugs de vos programmes. Hein, et ça, c'est vraiment très facile à éviter. Voilà. Donc vous avez aussi l'analogue de la fonction putchar dans ce contexte, qui est la fonction getchar, qui vous permet de lire un caractère sur l'entrée standard. Vous voyez, donc ça vous renvoie le caractère lu
converti en un int, hein, donc en fait vous lisez un caractère, donc ça vous renvoie un char, mais là il est converti sur 4 octets. Bon, mais vous pourrez le considérer comme tel, hein. Si vous écrivez ça, ça va parfaitement passer. C'est-à-dire ici je déclare un caractère C, et là je fais par exemple C égale getChar, et après je peux par exemple afficher le caractère C. Vous allez voir que ça va marcher. Donc là il attend un caractère, je vais rentrer étoile par exemple, et là ça l'affiche et ça quitte le programme comme attendu. Ici vous avez une notion assez utile à savoir, vous avez end of file qui est renvoyé quand l'utilisateur saisit CTRL-D. Donc on va faire l'exemple ici, alors évidemment ça ne va pas l'afficher, là ça affiche un caractère en UTF-8. Voilà, donc vous avez ici le CTRL-D qui vous permet finalement de faire en sorte que l'utilisateur souhaite saisir une série, une fin de getChar. En fait, vous avez un getChar qui est dans une boucle et l'utilisateur veut sortir de la boucle, il va appuyer sur CTRL-D, ce qui va enclencher la condition d'arrêt de votre boucle, exactement comme illustré dans cet exemple-là. Là, ici, vous avez donc while c égale getChar. Donc là, quand vous faites le test de la boucle while, vous faites une affectation. On affecte à c la valeur saisie caractère par l'utilisateur, et on teste sa différence par rapport à end of file, et on décide d'afficher notre caractère. Alors ça peut être très intéressant à tester. On va donner quelques informations en plus, alors on va le réécrire ici. Il y a une chose importante à connaître, c'est le buffer d'entrée. Certains de mes collègues ont dû vous en parler, mais ça vaut le coup de refaire un petit point là-dessus, puisque c'est une notion qui est assez primordiale. Donc ici, je recopie juste ce qu'on a à gauche, et là, donc on va faire un printf %c de C, comme ça, voilà. Ok, donc tout simplement, voilà, donc là, on exécute en bas ici, donc là, si je saisis le caractère T, bah ça me l'a censé me l'afficher quelque part. Alors il y a un petit problème. Alors j'ai dû faire une petite erreur. Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Ah oui, effectivement, là, je mets toutes mes excuses, j'ai mis un différent ici, donc ça faisait évidemment pas du tout ce qu'on voulait. Voilà, le bon code est celui-ci. Voilà, donc là, si je saisis un caractère, ça me l'affiche juste après, à chaque tour de boucle. Voilà, ça c'est tout à fait attendu. Et pour quitter le programme, je fais CTRL-D, et ça quitte. Très bien. Alors ça, c'est de l'utilisation standard, hein, de saisir un caractère par caractère. Mais en fait, vous avez un procédé, un mécanisme interne qui s'appelle le tampon d'entrée. Alors ça, c'est important de bien comprendre comment ça marche. En réalité, je peux saisir plusieurs caractères avant d'appuyer sur Entrée. Et là, je saisis une suite de caractères, des espaces, pourquoi pas. Voilà. Et maintenant, quand j'appuie sur Entrée, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que j'ai plusieurs tours de boucle qui sont faits dans cette boucle-là, qui vont me les afficher un par un. Parce qu'en fait mes caractères, quand je les rentre comme ça avant d'appuyer sur Entrée, ils sont situés dans un tampon d'entrée qui, tant qu'il n'est pas vide, est utilisé et lu par getChar, et donc on continue la boucle ici. Là ici, quand je saisis un caractère par un, donc j'appuie sur grand A, j'appuie sur Entrée, le fait d'appuyer sur Entrée, ça vide, ça demande à vider le tampon d'entrée, qui contient qu'un seul caractère. Voilà, là 9, il n'y en a qu'un seul, H, il n'y en a qu'un seul. Mais quand je saisis ABC, là mon tampon d'entrée, quand je vais appuyer sur Entrée, il aura 3 caractères à l'intérieur qui vont être traités un par un, ce qui provoque 3 tours de boucle, et donc leur affichage consécutif sans mettre en pause l'exécution par getChar. Hein, donc ici vous avez l'explication ici.
Le tampon d'entrée, c'est un espèce de tableau de caractères. On pouvait voir ça comme une pile, comme un tableau. Et à chaque appel à getchar, eh bien, si le tampon d'entrée est vide, alors en effet, getchar, ça met en pause l'exécution exactement comme c'est le cas à gauche ici. Et ça attend que l'utilisateur saisisse un caractère et qu'il appuie sur entrée. Et s'il contient au moins un élément, donc ça veut dire qu'il lui reste du travail à faire, eh bien il le considère et supprime le tampon d'entrée. Et chose très importante, il ne met pas en pause l'exécution. C'est-à-dire là, il faut bien comprendre que quand j'appuie sur 1, 2, 3, 4, 5 et j'appuie sur entrée, là ici j'ai 5 tours de boucle qui sont effectués. Et il n'y a pas de pause qui est réalisée par le getchar. Donc voilà. Donc ça c'est ce qui est permis de faire par le tampon d'entrée. Voilà, donc ça vous permet virtuellement, si vous voulez, c'est un peu comme ça, qu'on peut voir les choses, ça vous permet virtuellement d'avoir une chaîne de caractères qu'on passe en entrée, et dans la boucle, on traite les choses caractère par caractère. Voilà, donc petit exercice pas compliqué, qui s'inspire directement de tout ça, et écrire un programme qui utilise la fonction getchar et le tampon d'entrée explicitement, on va dire, et qui remplace, donc qui lit une suite de caractères sur l'entrée standard et remplace chaque caractère et affiche la chaîne obtenue en remplaçant chaque caractère par son suivant dans la table ASCII. Donc ça va remplacer A par B, B par C et ainsi de suite. Voilà, donc essayez de faire ça, et évidemment l'interdiction de déclarer des chaînes de caractères. Interdiction de lire la chaîne avec un scanf, de la stocker dans une variable de type char étoile, de faire le travail de décalage et de la réafficher. Il faut vraiment avoir le droit de déclarer qu'un seul caractère et de faire l'affichage comme ça. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser. C'est pas un exercice très difficile, mais il faut savoir le faire, donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Très bien, donc on va maintenant parler de fichiers. Tout d'abord de fichiers texte. Alors, vous savez déjà à peu près tous manipuler des fichiers, là on va donner des informations en plus. Alors tout d'abord, un fichier c'est manipulé par un pointeur sur une variable de type file. Ça c'est un type qui est introduit dans stdio.h et qui contient pas mal d'informations relatives à la manipulation d'un fichier. Donc vous avez sa position dans l'arborescence, vous avez différentes informations de date, etc. qui sont encapsulées dans ce type-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder le code source de stdio.h pour regarder un petit peu. En tant que programmeur, il n'y en a pas forcément besoin. Vous pouvez manipuler des fichiers sans exactement connaître exactement le type file. Donc nous, on appelle toute variable de type file étoile un descripteur de fichier. Ça vous décrit un fichier. Ça vous décrit finalement des informations pour manipuler le fichier plus exactement. Donc les lectures et écritures dans un fichier se font par l'intermédiaire de ce qu'on appelle une tête de lecture. Et vous pouvez voir finalement votre tête de lecture comme une position dans votre fichier particulière. C'est comme si vous mettez le doigt, vous avez un fichier, donc c'est une feuille A4, vous avez du texte écrit dessus, et votre tête de lecture et écriture, c'est votre doigt qui pointe sur un caractère particulier. Donc la tête de lecture, ça désigne le caractère observé à un instant donné, et c'est lui qui va être la cible de votre lecture ou de votre prochaine écriture. Donc les fonctions de lecture et écriture ont pour effet effectivement de lire ou d'écrire dans un fichier et de déplacer votre tête de lecture en général en l'avançant
dans son positionnement dans le fichier, mais vous avez des fonctions de manipulation particulières qu'on va voir dans quelques instants qui vous permettent de déplacer votre tête ailleurs. Hein, pour revenir en arrière, pour aller en avant dans le fichier, en tout cas pour entreprendre des actions particulières de lecture ou d'écriture. Alors on a 3 fonctions dans stdio.h qui nous permettent de manuellement déplacer notre tête de lecture. Alors on a tout d'abord ftel. Ftel, vous voyez, ça prend un file étoile, et ça nous renvoie l'indice de la tête de lecture du fichier pointé par f. D'accord? Donc ça, c'est une fonction qui est sans effet de bord, hein, elle ne modifie pas du tout le file étoile, elle ne modifie pas du tout le f ici qui est passé par adresse, ça vous renvoie juste l'indice, hein. Vous avez un fichier texte, donc vous pouvez voir un fichier texte comme une grande chaîne de caractères, en fait, tout simplement, hein. Chaque caractère tient sur une case, sur un octet, et vous avez ici l'indice du caractère observé par votre file étoile. Alors important, vous pouvez avoir, donc ça c'est important à comprendre, vous pouvez avoir un fichier, vous avez un fichier FIC dans votre système, voilà, donc c'est un fichier texte, mettons, et vous pouvez le manipuler relativement avec 2 descripteurs de fichiers différents. Vous pouvez avoir un descripteur D1, qui est un descripteur de fichier vers FIC, et D2, un autre descripteur de fichier vers le même fichier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous avez 2 descripteurs de fichiers différents qui vont vous permettre de travailler différemment sur le fichier FIC qui, lui, existe qu'en une seule copie, hein. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien traiter votre fichier FIC par le biais de ces 2 descripteurs différents qui pointeraient vers des zones différentes du fichier. Donc évidemment, c'est pas tout à fait recommandé en pratique parce que vous pouvez avoir des conflits, mais c'est possible. Donc un descripteur de fichier, ça n'est pas un fichier. Ça, c'est le point important à comprendre. Un descripteur de fichier, c'est une façon d'observer votre fichier. Vous pouvez très bien avoir, dans la vie de tous les jours, 2 observateurs différents de votre même feuille de papier. Voilà, ils vont chacun regarder un caractère différent. Votre feuille de papier, elle est unique, mais vous avez 2 observateurs différents. Évidemment, vous pouvez avoir des conflits si les 2 observateurs décident d'écrire en même temps sur votre feuille. Vous pouvez avoir des chevauchements, enfin des choses qui sont difficiles à gérer. Donc en pratique, on fera très attention à ça. Donc toujours est-il que ftel va pouvoir vous renvoyer une valeur qui est relative, non pas à votre fichier, mais à votre descripteur. On a également une fonction un peu plus technique qui est fseek. Alors ici, ça va décaler votre tête de lecture du descripteur f d'une valeur donnée par décalage relativement à votre tête actuelle et avec un mode donné par l'une des 3 valeurs possibles, seek_set, seek_cure et seek_end. Donc ici, en fait, si vous êtes en mode seek_set, vous allez simplement placer votre tête de lecture à l'indice donné par décalage. Si vous avez seek_cure, ça va vous incrémenter votre tête de lecture de la valeur donnée par décalage. Et si vous mettez seek_end, ça va simplement placer votre tête de lecture de décalage caractère à partir de la fin du fichier. Voilà, bon ça vous pouvez tester un petit peu, vous créez votre propre fichier texte avec des caractères 1, 2, 3, 4, 5 hein, pour avoir une suite croissante, ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un peu mieux de commencer par 0, et vous regardez ce qui se passe avec fseek en affichant le caractère courant avec les fonctions qu'on verra dans quelques instants. Donc ici vous avez une fonction qui renvoie 0 si elle a été bien exécutée, -1 sinon, donc les -1 peuvent apparaître quand vous sortez du fichier finalement, par le décalage qui est trop grand. Et on a également rewind qui place la tête de lecture au début du fichier, donc ça vous réinitialise en quelque sorte votre gestion de fichier. Donc ça c'est évidemment équivalent à fseek, un décalage de 0 à partir du début. Ok, alors comment on ouvre un fichier? On ouvre un fichier avec fopen, ça vous crée en fait un nouveau descripteur de fichier sur le fichier donné par le chemin, ici en première valeur. Donc vous voyez ici vous avez un const, hein, ça fait référence au cours précédent, parce qu'ici vous avez une chaîne de caractères qui n'est pas vouée à être modifiée. Et là vous avez le mode ici, qui est également donné par une chaîne de caractères non modifiable. Donc ici vous avez donc la tête de lecture qui est positionnée sur le premier caractère, et effectivement le mode
ça vous désigne le mode d'ouverture désiré. Alors on va donner dans quelques instants les différents modes possibles. Alors ici vous avez nul qui est renvoyé si l'ouverture s'est mal passée. Rappelez-vous, nul, c'est un pointeur générique, donc en particulier nul peut être converti en un file étoile, parce que là vous avez un pointeur en particulier ici. Donc vous avez bien correspondance de type, les types sont cohérents. Donc si le fopen se passe mal, on a nul qui est renvoyé. Donc ce que ça implique, c'est qu'en pratique, vous devez tester la valeur de retour du fopen dans tous les cas. Donc dès que vous faites un fopen, vous devez faire un test de gestion d'erreur comme on vous est habitué à les faire. On a plusieurs modes de lecture possibles. Donc ici, il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup, je vais vous dire ceux qu'il faut connaître. La plupart des autres modes sont totalement anecdotiques. Alors on a tout d'abord le mode R en lecture seule. Voilà, donc si vous avez un fichier, vous souhaitez recueillir de l'information, vous allez faire simplement un R. W vous permet d'écrire dans le fichier. Si le fichier n'existe pas, il est créé, donc ça vous permet également par cette instruction de créer un fichier de nom chemin. Donc le chemin est un chemin relatif par rapport à l'exécutable, donc je ne l'ai pas dit mais c'est important. Donc vraiment ça regarde où est l'exécutable et vous pouvez mettre un chemin absolu si vous voulez, mais vous pouvez mettre un chemin relatif. Et dans ce cas-là, il est compris comme on vient d'expliquer. On a également l'ouverture en mode ajout, alors elle est importante. Ça vous permet d'écrire dans le fichier en partant de la fin. Donc en gros, vous allez concaténer du nouveau contenu. Donc ça vous sert par exemple pour créer un fichier, ce qu'on appelle les logs, les fichiers de journaux. En fait, ça vous contient des informations générées de manière incrémentale d'une exécution à l'autre que vous ne souhaitez pas écraser. Donc ça, c'est intéressant. Et encore une fois, si le fichier n'existe pas, il est créé. Et là, vous avez 3 autres modes qui ne nous intéressent pas spécialement, donc je vous les donne quand même, ça vous permettra de faire de la relecture de code éventuellement. Voilà, donc on ne va pas les détailler ici. Alors pour fermer le fichier, vous avez la fonction fclose. Alors pour fermer, le descripteur de fichier. Fermer le fichier, c'est un abus de langage. Vous ouvrez un descripteur de fichier et vous fermez un descripteur de fichier toujours. Donc ça vous permet de fermer un descripteur de fichier. J'aurais dû écrire ceci de manière plus exacte. Donc vous placez votre descripteur de fichier ici en argument. Alors point important, c'est une fonction qui va faire un gros effet de bord. Ça va vous permettre de mettre à jour le fichier pointé par F, de sorte que toutes les modifications qu'on lui a indiquées soient prises en compte. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand vous ouvrez votre fichier ici, mettons en écriture par un fopen, vous faites des modifications dans le fichier par les fonctions qu'on va introduire dans quelques instants. Avant de faire le fclose, il faut considérer que votre fichier sur le disque, lui, n'a pas été modifié. Alors en pratique, vous avez un peu de choses que vous ne contrôlez pas forcément, mais il faut absolument considérer qu'avant de faire le fclose, le fichier n'a pas été modifié. Le fichier, il est modifié avant le fclose que dans la mémoire centrale, dans la mémoire vive, mais la modification sur le disque, elle n'est faite qu'à partir du moment où vous faites un fclose. En fait, c'est pas très dur à imaginer parce que sinon, si vous faites des modifications toujours sur le disque à chaque fois, vous avez un gros ralentissement à l'exécution parce que l'écriture dans le disque dur est beaucoup plus lente que l'écriture en mémoire. Donc c'est parfaitement raisonnable. Alors ici on a 0 comme valeur de retour si la fermeture s'est bien déroulée et end of file quand vous avez une fermeture qui pose problème. Donc à tester toujours. Là vous pouvez observer que quand ça se passe bien, vous avez un 0 à la place du 1 qui est en général renvoyé dans la plupart des fonctions à gestion d'erreur. Donc ça on n'y peut pas grand chose, fclose a été écrite comme ça, donc il faut faire avec. Donc là vous avez la remarque qu'on vous a faite il y a quelques instants. Très bien, donc comment écrire dans un fichier? Alors oui, je reviens sur le fclose. Effectivement, le fclose, c'est important de l'utiliser quand on fait quand on a fait des écritures dans un fichier, donc à partir d'un descripteur de fichier ouvert en mode écriture, donc en W ou petit a, mais il faut quand même le faire quand vous avez un fichier ouvert en mode lecture. Pour être très propre,
vous devez quand même faire des fclose avant de quitter votre programme dans des fichiers ouverts en mode lecture uniquement. Voilà, ça vous donne un peu plus de valeur à votre code, c'est important à faire. Même si là, pour le coup, ça ne serait pas absolument primordial. Alors on utilise la fonction fprintf pour écrire dans un fichier pointé par f, dans un fichier texte. Vous voyez que finalement ça travaille exactement comme un printf, sauf que là vous mettez en premier argument le descripteur de fichier souhaité pour l'écriture. Vous pouvez tester un fprintf avec comme descripteur de fichier stdout. En effet, stdout, ça n'est rien d'autre qu'un descripteur de fichier vers la sortie standard, vers le terminal en fait. Donc voilà, finalement ça élucide totalement le comportement du printf, puisqu'en fait un printf c'est écrit dans un fichier, qui est un fichier particulier qui s'appelle stdout, qui est visible dans le terminal, dynamiquement à l'exécution. Et voilà, donc ça marche vraiment comme on l'imagine. Alors ici, un petit exemple complet d'écriture dans un fichier. Donc ici, vous déclarez votre %f, vous déclarez votre variable pour recueillir les erreurs, et là, on ouvre notre fichier fic.txt en écriture. Donc la première fois qu'on exécute ça, le fichier, s'il n'existe pas, il est créé et c'est un fichier vide. Vous allez le voir apparaître dans votre arborescence, il va être de taille 0, et pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, on teste si tout se passe bien. Ensuite, on fait un fprintf à l'intérieur de f et on décide d'écrire ABC, cette chaîne de caractères ici. Donc là, on n'a pas de valeur ici à convertir. Là, on fait fclose de f, on place le résultat de fclose dans ret pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc là, quand ça se passe mal, ret est égal à end of file, ça a été expliqué ici. Voilà, donc sinon ça se passe bien, et vous pourrez observer que vous avez dans fic.txt la chaîne de caractères ABC que vous pouvez visualiser avec un éditeur de texte standard. Voilà, là on fait de l'écriture, je le répète, en mode texte. C'est la première partie ici, vous voyez, de ce chapitre. Donc, on continue. Vous avez la lecture dans un fichier pointé par un descripteur f. Donc là, vous allez simplement faire un scanf à partir de la tête de lecture-écriture de votre fichier, de ce qu'il est possible de lire selon le format que vous avez mentionné ici. Ça marche exactement comme scanf, sauf que scanf en fait appelle fscanf avec comme descripteur de fichier stdin, qui est l'entrée standard, qui n'est rien d'autre qu'un fichier également. Donc voilà, vous avez vraiment un comportement classique. Donc je vous laisse, que vous connaissez déjà, je vous laisse tester tout ça tranquillement. Vous avez les TP qui sont... pour la plupart, on utilise quand même ncurses, mais il faut savoir utiliser les fonctions d'écriture et de lecture dans les fichiers. Simplement, quand vous avez des programmes qui manipulent des fichiers texte, comme par exemple le TP du Bogle, le TP de comptage de mots, ou même des TP dans lesquels vous avez des applications qui sont configurées par des fichiers texte. Mettons, vous prenez par exemple le jeu du serpent, et certains d'entre vous l'ont fait, vous pouvez donner un jeu de paramètres de configuration du jeu dans un fichier annexe texte, où vous mettez par exemple la taille de l'arène, vous mettez les couleurs des pommes, vous pouvez mettre, je sais pas moi, des paramètres divers et variés, le nom du joueur, voilà, dans un fichier annexe, donc il faut savoir le lire. C'est pas parce que vous faites du ncurses que ça vous dispense de manipuler ces fonctions-là. Au contraire, ce sont des choses parfaitement orthogonales qu'il faut savoir faire de manière indépendante et maîtrisée. Donc on va finir ce chapitre sur les entrées et les sorties par la manipulation des fichiers binaires. Alors vous allez voir que la problématique est un peu différente. Un fichier binaire, on ne pourra pas l'ouvrir par un éditeur de texte. En fait, on pourra le faire, mais vous allez avoir un affichage qui ne sera pas exploitable par l'humain. Dans un fichier binaire, on va écrire directement des valeurs sans les convertir en texte, sans les convertir en ASCII. Et le mérite de ce procédé-là, d'écrire directement des valeurs, c'est qu'on n'a pas besoin de spécifier nous-mêmes un format d'écriture. Je donne un exemple ici. Si vous voulez enregistrer, par exemple, dans votre fichier texte, dans un fichier texte, une situation du jeu du Bogle, par exemple,
vous allez devoir, petit 1, spécifier un format, donc pour sauvegarder finalement une matrice de lettres, vous allez devoir spécifier un format. Alors vous allez peut-être faire quelque chose de très simple, hein. Vous allez écrire vos lettres, voilà, comme ça, donc en texte directement, et vous allez peut-être écrire, comme c'est une situation de jeu, le nombre de tentatives, les tentatives faites par le joueur, donc les mots qu'il a trouvés. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais supposons qu'il ait créé ces mots-là, voilà. Donc vous allez devoir mettre un format, en fait. Vous allez devoir établir un format vous-même qui va être spécifié comme ceci, et plus le score ici qui va être écrit. Voilà, donc vous allez devoir vous-même mentionner un format. Donc spécifier un format et écrire les fonctions relatives. Les fonctions relatives à sa gestion en lecture et en écriture, donc en sauvegarde et en chargement. Ça, c'est un petit peu pénible, hein, parce qu'il faut le faire à chaque fois. Pareil pour le chomp, pareil pour le jeu du serpent. L'intérêt, justement, des fichiers binaires, c'est que vous allez pouvoir écrire directement votre matrice de lettres dans le fichier, et vous allez pouvoir également écrire directement dans le fichier le tableau lui-même, vraiment le tableau des tentatives qui contient les mots que l'utilisateur a essayé de générer, et le score sauvegardé comme un int et non pas comme une suite de caractères ASCII qui code un entier en base 10. Voilà, donc ça je vous l'ai écrit et on y reviendra dans quelques instants. Donc intérêt des fichiers binaires, il est possible d'écrire directement des valeurs dans un fichier sans avoir à spécifier un format particulier. Donc gros gain ici. Même si le fichier, vous ne pourrez pas l'interpréter vous-même en tant qu'humain, vous pouvez le charger, le sauvegarder directement. Alors on va voir un exemple de tout ça. Ça peut paraître un peu abstrait, vous allez voir qu'en fait, c'est finalement presque tout aussi simple que la manipulation de fichiers texte. Voilà, donc tout ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc un petit exemple à ce stade-là, maintenant. Si vous prenez fprintf, donc vous prenez fprintf, la fonction qu'on a vue tout à l'heure, là vous avez un descripteur vers un fichier texte, vous décidez d'écrire la valeur 261 en base 10. Pourquoi en base 10? Parce que vous avez %d. Donc là, ça va simplement placer les caractères 2, 6 et 1 dans le fichier en question. Ah, d'accord, donc vous pourrez le relire avec un éditeur de texte, il n'y aura pas de difficulté majeure. Voilà, donc en fait, vous écrivez ces octets-là, ça c'est l'octet qui correspond au code ASCII de 2, le code ASCII de 6, le code ASCII de 1 ici. Voilà, si je ne me suis pas trompé, on a exactement ça. Maintenant, on va faire une écriture en binaire. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure la fonction fwrite qui fait le travail. Donc ici, vous avez l'adresse de la valeur à écrire. Donc ici, on suppose qu'elle est dans une variable v, donc on met commercial v. Ici, vous mettez la taille de la valeur à écrire. Donc là, c'est un int, donc c'est size of int que l'on place. On souhaite écrire une valeur, donc on place à 1 ici. Vous voyez que là, on a un prototype un peu similaire à ce qu'on peut avoir dans le malloc ou dans le realloc, on va expliquer tout à l'heure. Et là, vous avez le descripteur vers le fichier binaire. Alors, ok, là, on le met à la fin, là, on le mettait au début. C'est pas très grave, c'est pas très homogène, mais c'est pas un problème. Ça va écrire 4 octets, parce que 4, c'est size of int, qui vont coder exactement 261. 261, c'est bien 1 plus 4 plus 256. Si vous faites l'écriture, la conversion binaire en base 10, et là vous avez évidemment des zéros. Donc ça c'est vraiment une recopie, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Vous avez dans votre mémoire quelque part, à un certain endroit, la variable v qui existe. La variable v c'est un entier, elle tient sur 4 octets. Et bien quand vous faites un fwrite, à partir de l'adresse de v, de taille 1, eh bien vous recopiez exactement cette mémoire dans votre fichier.
vous recopiez, vous avez donc une copie de cette zone de mémoire, cette zone de 4 octets, qui vont apparaître dans le fichier. Là, ici, on est d'accord que c'est pas une recopie de 261. Déjà, 261, il n'est pas dans la mémoire, c'est une valeur. Mais ce qu'on écrit, c'est une conversion en ASCII des caractères en base 10 qui représentent cette valeur-là. Donc ça, c'est totalement arbitraire, en fait, ça dépend de la base. Ça dépend donc du format qui est donné par le %d. Ici, on ne dépend pas du format, là, on a directement, à ce stade-là, directement une recopie de la mémoire. On va faire des exemples supplémentaires dans quelques instants pour terminer d'illustrer ce cas de figure. Donc ça, c'est vraiment très important. On ne se soucie pas du format. Donc on a essentiellement les analogues qu'on avait tout à l'heure pour ouvrir les fichiers en mode binaire. Donc là, on n'en a que 3 à connaître. Vous avez RB pour lire un fichier en mode binaire, WB pour écrire un fichier en mode binaire avec toujours la variante que si le fichier n'existe pas, il est créé. Et on a AB pour écrire dans un fichier binaire en mode ajout. Si le fichier n'existe pas, il est créé. Donc là, vous avez d'autres modes qu'on ne va pas détailler à notre stade. Alors la fonction fWrite vous permet, vous avez ce prototype-là qui est un petit peu complexe, ça vous permet d'écrire dans un fichier pointé par f, ouvert, attention, en mode binaire, hein. Si vous ouvrez votre fichier en mode texte et que vous l'appliquez avec fWrite, vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des problèmes à l'exécution, des problèmes de résultats, vous pourrez expérimenter. Alors cette fonction, comment elle marche? Elle va écrire NB valeurs qui sont chacune de taille pointé par le pointeur ptr, donc c'est un pointeur void étoile, donc ça veut dire que c'est un pointeur vers une zone de la mémoire d'un type quelconque, pointé par f. Donc ça va vous lire finalement le segment de la mémoire de taille fois nb octets, et ça va le recopier dans votre fichier. C'est aussi simple que ça, donc c'est un peu comme un realloc, comme un malloc, ça marche de la même façon. Sauf que la copie se fait dans le fichier F. Et à la différence que realloc et malloc ne vous copient rien, mais vous allouent juste des segments de la mémoire. Un exemple ici. Un exemple à ce stade me paraît important. Ici, vous allez écrire en mode binaire dans le fichier FIC la valeur d'une variable d'un type structuré. Donc ça, c'est important. Vous voulez sauvegarder des couleurs ici. Alors, il y aurait une façon de faire pour sauvegarder des couleurs, encore une fois, en mode texte. Vous allez simplement écrire un champ rouge, un champ bleu, un champ vert, en base 10, de valeur allant de 0 à 2 puissance 8 moins 1, et voilà, ça, vous pourriez faire comme ça. Mais nous, en fait, on va être mieux, on va faire les choses en mode binaire, pour bénéficier des avantages offerts par cette façon de faire, à savoir ne pas avoir besoin de spécifier un format. Donc ici, vous commencez par déclarer un type couleur, par les 3 composantes données. Ici, on va créer un programme dans lequel on crée une couleur ici. Composante rouge placée à 120, bleu à 200 et vert à 12. On ouvre ici un fichier FIC en écriture binaire. Encore une fois, si le fichier n'existe pas, il est créé. Et là, tout se joue dans cette fonction. Par ce fWrite, on va écrire exactement l'emplacement de mémoire utilisé pour stocker la variable cool. Donc la variable cool est l'adresse e-commercial cool. Je vous rappelle que ça marche avec une adresse ici, donc il faut bien mettre une adresse. Sa taille, c'est sizeOf_couleur. Je reviendrai là-dessus dans les prochains cours, mais quand vous utilisez le sizeOf, on place qu'un type à l'intérieur. Ça, je vous l'écris, j'ai eu quelques questions de votre part, donc ça, il y avait de bonnes questions que vous m'avez posées sur le chat Discord. Donc j'y reviens. SizeOf, on ne met qu'un type ici. Ne jamais écrire sizeOf variable ici. Variable ou même valeur. Ça, c'est interdit cette année. Ça, c'est source de problème. Donc là, vous voyez bien, vous avez sizeOf, un type à l'intérieur. On souhaite écrire une valeur dans F. Voilà, donc tout marche bien et on n'oublie surtout pas le fclose, puisque comme tout à l'heure, le fclose est important pour faire l'écriture finale. Voilà, donc là, la remarque, c'est qu'on n'a pas eu besoin, comme encore une fois, de spécifier le format d'écriture.
Donc ça c'est pour l'écriture, vous voyez c'est assez simple et on va faire maintenant un petit état des lieux de la fonction de lecture en binaire cette fois-ci. Pour lire un binaire, en binaire vous avez la fonction fread qui marche en fait dans le sens inverse. On a le même prototype. On a le même prototype sauf que maintenant le fichier va être notre source et non pas notre cible et l'adresse va être notre cible et non pas notre source comme tout à l'heure. Donc cette fonction, elle va lire NB valeurs de taille chacune taille, octet, donc depuis le fichier pointé par F, et ça va les placer à l'adresse spécifiée par le pointeur PTR. Cette fonction renvoie le nombre de valeurs lues. Ok, pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Et encore une fois, on va faire un exemple complet pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ces exemples-là, je vous invite très fortement à les recopier chez vous dans un programme et regarder un peu ce qui se passe, les modifier un petit peu. Vous voyez un peu comme on vous a appris à faire dans le premier TP sur Ncurses où vous deviez expérimenter les choses en modifiant quelques lignes de code, en voyant un peu ce qui se passe. C'est la meilleure façon de comprendre les nouveaux concepts. Vraiment, c'est primordial d'expérimenter. C'est un cours de programmation, c'est un cours d'expérimentation avant tout. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on a une fonction principale dans laquelle on a un tableau statique de taille 12 et un autre tableau statique. Et en fait, on va décider de faire quelque chose d'un peu particulier. On va initialiser notre premier tableau, peu importe comment, là on place à la im case la valeur i, et on veut recopier le contenu du premier tableau dans le deuxième, mais en transitant par un fichier. Bon, c'est un peu artificiel, mais ça explique, ça illustre en tout cas le comportement de fread. Alors ici, on commence par écrire dans le fichier fic le contenu de notre premier tableau. Donc là, vous voyez, vous ouvrez fic en mode écriture. On fait un fwrite de tab 1 dans le fichier f des 12 cases du tableau 1, chacune de taille size of int. D'accord, le 12 ici, c'est bien la taille du tableau initial. On fait un fclose pour acter, si vous voulez, l'écriture, pour qu'elle soit réalisée sur le disque. Maintenant, on va réouvrir notre fichier fic, mais en lecture maintenant, en read, ici. Le petit R vous dit qu'on écrit en read, binaire toujours. Hein, ça n'aurait pas de sens de faire une lecture maintenant en mode texte, vous auriez des résultats totalement inattendus. Là, on fait un fread, avec comme cible le tableau 2, comme source le fichier f, et on va lire les 12 blocs, chacun de taille size of int de f. Et on place ça donc dans tab 2. Et on fait un fclose ici, et le fclose serait facultatif parce qu'on a en fait ici un fichier ouvert en mode lecture, mais on le fait quand même pour des raisons de propreté. Et là, ce que vous avez comme effet, je vous invite à le faire à ce stade-là, d'afficher le contenu de tab 2, et là vous allez voir que vous avez le même contenu que dans tab 1. On a fait une recopie de notre tableau en transitant par le système de fichiers. Pourquoi pas, ça illustre bien ce qui se passe. Et encore une fois, on n'a pas eu besoin de spécifier un format pour la lecture ou pour l'écriture. Chose qu'on aurait dû réaliser dans le cas d'un fichier texte. Donc on a vraiment directement manipulé la mémoire, qu'on a réécrite comme telle dans le fichier. Donc gain de temps et gain finalement de spécification. Donc entraînez-vous sur ces lectures et écritures. Il y a quelques exercices dans le livret d'exercices que vous pourrez trouver donc sur la plateforme. J'espère que vous l'avez tous bien téléchargé. Voilà, donc la plupart de ces notions sont de toute façon manipulables en TP. Donc je vous invite à bien expérimenter ça encore une fois. Je propose de nous arrêter là parce qu'on avait prévu d'aller un peu plus loin avec les types et les types scalaires, mais on va garder ça pour le prochain cours. Je pense qu'on a parlé assez longtemps aujourd'hui. Donc révisez bien, posez-moi toutes les questions que vous souhaitez sur le forum. Vous pouvez vous poser aussi des questions entre vous. Je pense que l'entraide est importante. Travaillez bien, reposez-vous aussi. Et je vous dis donc à très bientôt pour le prochain TP et le prochain cours.